Votre société ne m'intéresse pas. Une phobie généralisée du monde extérieur. Je voulais plus voir personne. Alors, il faut savoir que j'ai un trouble schizoaffectif. Je veux vivre dans un animé qui n'existe pas. T'avais une phobie sociale Ouais. et t'es devenu animateur. Schizoaffectif, c'est une espèce de fusion bipolaire, Waouh. schizophrène. Dans ma maladie à moi, mon cerveau donne pas les bonnes informations. Rappelle-toi que tu vas mourir. Pose ton téléphone, installe-toi, c'est le moment de décompresser et de t'inspirer. Santé, vous écoutez Happy Hour with Coralie. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode du Happy Hour. Et on s'était donné rendez-vous dans 10 ans. Et le voici, le voilà, Pablo. Un ami et un crush du collège, n'est-ce pas? Et maintenant, hyper long, un ami, voilà. Je t'ai invité pour ce podcast parce que je trouvais ton parcours hyper intéressant, même si effectivement la vie a fait qu'on s'est plus ou moins perdu de vue. Mais en tout cas, je trouve que tu es quelqu'un... tu as toujours été un électron libre dans la classe et dans le champ global. Donc, hyper contente que tu aies accepté. Bah, ça fait hyper plaisir, moi. Voilà, C'est hyper cool. dans mon podcast Chill. Donc, le but, Pablo, ça va être qu'on parle vraiment de toi. Yes. Euh, C'est ce que j'aime. J'aime parler de moi. Voilà. Parce que tu as vécu ce qu'on appelle une phobie sociale. Ouais. Plus que une phobie scolaire. Sociale scolaire. Phobie généralisée du monde extérieur. Je voulais plus voir personne. C'est pas juste je voulais plus sortir. Ok. Je suis pas sorti de chez moi pendant 2 ans. Alors, remontons en arrière. Yes. Nous avons 15 ans, nous sommes au collège, on se quitte, bye bye. Enfin, salut les amis. On a le brevet. Ouais, on a le des brevet. collèges, on quitte la 3e. Toi, t'es allé dans quel lycée? Pourquoi on n'était pas dans le même lycée déjà? Ah, moi j'ai Oublié. fui Brassens. Mais t'es allé où? Moi j'ai été à Vitry. Mais je suis resté un mois. C'est là que ça a commencé la phobie. La phobie a commencé tout de suite après. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un garçon donc au collège qui est Je te voyais plus. non, mais qui est quand même... Enfin, t'étais hyper pragmatique sur des sujets histoire, géo, tout ça. T'avais ton caractère à toi, mais t'étais pas nul. Enfin, t'étais pas du tout en échec scolaire, bien au contraire. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre le collège et septembre, lycée, quoi? C'est toujours simple de voir les choses rétrospectivement. Mais foncièrement, déjà, changer de ville, changer de copains, changer tout ça. Tu connaissais mes potes. Tu te rappelles, par exemple, il y avait Johan et Quentin. J'ai plus vu mes deux meilleurs potes. Il y a Xili que j'ai plus vu non plus, qui est parti, lui, à Paris, même si je l'ai revu souvent pendant la maladie. Salut Xili. Xili, le crack. Le plus grand homme financier de tous les temps. Et donc, il y a juste il y a le changement de lieu. Et puis plus tard, ce qui est arrivé, et on va rentrer dans le vif du sujet maintenant, plus tard, ce qui est arrivé, c'est qu'en fait, la phobie était précurseur de mon trouble de l'humeur. Mais tu vois... Dès mes 14 ans, ça commençait à apparaître. Moi, après, je connaissais pas ta vie perso, donc je peux pas faire des analogies ou autres. Mais je trouvais que tu avais quand même, on va dire, un côté zone... Enfin, quand je dis zone de confort, c'est que tu avais ta maison. Il me semble que tes parents... Enfin, moi, je crois que j'avais vu tes parents ensemble. Ton père est prof d'histoire ou... Non. Il y avait un truc avec l'histoire, non? Non, mon père est... En fait, mes parents, ils se sont élevés socialement. Hein. Moi, j'ai grandi à Grigny avant d'arriver à Villeneuve-le-Roi. Ouais. J'ai grandi à Grigny, moi. Et après, je suis passé de Grigny à Villeneuve-le-Roi. Oui. Mes parents, ils se sont élevés socialement. On venait plus d'un milieu prolo. Ouais. Et on a monté. Et quand on s'est rencontrés, toi et moi, mes parents venaient de rentrer dans la classe moyenne à peu près. Mais du coup, ouais, en fait, tu avais quand même ta zone de confort. Comme tu dis, tu connaissais les gens de Villeneuve un peu. Tu vois, tu avais tes amitiés sûres, durables, entre guillemets, où tu te sentais bien. Parce que tu venais au collège, t'étais pas quelqu'un qui ne vient pas. Au contraire, tu participais quand même quand tu pouvais au cours. Et tu avais ton répondant. T'étais pas le mec qui dit rien. J'étais très très souvent malade, par exemple. J'avais souvent j'étais toutes les 3 semaines, à un moment donné, j'avais 1 ou 2 jours où je pouvais pas aller en classe, en fait. Et qu'est-ce qui se passait pendant ces jours où... Enfin, c'était quoi le truc cocotte minute, là, tu dis, je peux pas y aller? En vrai, si tu veux, sans jeter des pierres à trop de personnes autour de moi et sans faire du mal à ma famille, j'avais quelqu'un à la maison qui était dur. Et donc, quand des parents? Non. Mon frère c'était pas le meilleur frère, c'est vrai? Ouais. Grand? J'en parlais jamais. Hein.
Bah, je savais même pas que t'avais un frère. Non, c'était pas le meilleur exemple, mon frère. Ok. Ouais. Vous avez combien d'écart? On a 6 ans d'écart. Il est de 90. Et c'était pas le meilleur exemple. Clairement, c'était pas le meilleur exemple à suivre et à vivre. C'était très tendu entre lui et moi. Ok. Et les jours où il y avait des jours où des fois il était pas là. Et c'était ce jour. En fait, il était là le soir. Il était là le matin. Mais dans la journée, il était pas là. Ok. Donc, pouvoir avoir des jours où j'allais pas en classe, je me rendais pas compte à cette époque-là. Mais c'était des moments où en fait j'étais tranquille, sans la pression de. Voilà, mais je veux pas jeter des pierres. J'ai une nièce magnifique que j'aime. Ouais, vous êtes en bonne entente. Quoi. Voilà, lui et moi, on pourra pas refaire le passé. On refera jamais l'enfance. Vous pouvez écrire le futur voilà. ensemble. Quoi. On a une famille en commun. On a une nièce, il a une fille, j'ai une nièce et je priverai pas un enfant d'une belle vie de famille alors que voilà. C'est beau. L'eau a passé sous les ponts. Ok. Et du coup, comment tu le vivais ça Parce que si c'est ton frère à cette période-là, qui te met un peu mal, pourquoi tu évitais l'école, du coup? Il avait une aura très, très impressionnante, mon frère. Surtout avec l'écart d'âge. Il avait une aura très impressionnante. Et il m'a fait un peu flipper de tout en général. De ta vie? De la vie? En gros, pour faire vraiment simple, ça a déclenché en moi une espèce de réflexe de protection. Survie? Et de survie, clairement. Et le but, c'était juste réduire les symptômes de stress autour de moi. Autour de moi, il pouvait y avoir plein de facteurs. Les classes, ça se voyait les pas gens, quand tu venais à l'école? Bah, c'est pour ça que ça a explosé à 14 ans, en fait. Je l'ai caché, c'est une cocotte minute. Je l'ai caché pendant des années et un jour ça a explosé et j'ai arrêté juste de fréquenter le monde. Mais autour de toi, par exemple, on parlait de Quentin et tout. Est-ce que lui le savait? Est-ce qu'autour de toi, tu avais des personnes avec qui tu arrivais à en parler? Tout le monde savait que c'était pas une grande amitié entre mon frère et moi. Oui, tout le monde le savait, oui. Oui, mais personne, à nos âges, tu vois, là je parle de nos âges. On a 13, 14 ans. Pour moi, tu t'entends pas avec ton frère, c'est ok. Qui s'entend vraiment, tu vois, il y a le pas s'entendre et il y a ton degré à toi. Donc peut-être que les gens se disaient ok, il s'entend pas avec son frère, mais ça doit pas être grave. Ouais, c'est ça que les gens disent. Si tu demandes à Quentin, oui, ça se passait pas bien avec lui. Mais il avait pas la conscience. Parce que tout ça, c'est fait dans l'intimité de la famille. Oui. Mes parents n'avaient pas conscience non plus. Ah, et comment les parents... Je veux dire, mes parents n'avaient conscience de rien. À 14 ans, j'ai tout balancé. Bon, ce qui s'est passé, là, ça je peux le dire, de toute façon, ça va pas le mettre lui en danger. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour en Espagne, l'année de mes 14 ans, la fin de 3e, un jour en Espagne, devant tout le monde, il m'a frappé. Devant tout le village. Et du coup, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde l'a su et j'ai plus à le cacher. C'était grillé. Ouais. Et c'est arrivé à ce moment-là. Et donc, il y a eu une espèce de grand chamboulement dans ma tête. Et j'ai perdu confiance en absolument tout. Parce que quand tu as des gens qui viennent te voir en disant « Ouais, d'accord, il t'a frappé, mais bon, vous devez quand même vous aimer entre frères. » Ouais, les liens sanguins. Tu vois, quand tu as des gens qui viennent te voir là-dessus, qui viennent te dire « Non, mais oui, c'est pas bien ce qu'il a fait. » Mais lui, est-ce que... parce que du coup, si vous avez 6 ans, il avait 20 ans. Ouais, 18, 19, un truc comme ça. Il était jeune. Mais... tu penses que son comportement était lié... là, c'est plus de l'introspection et tout, mais je pense que c'était lié à quoi? Parce que vous avez eu la même éducation. Non, on n'a pas le même père. Ah, du coup, en fait, peut-être qu'il avait aussi On n'a pas le même père. Lui, il a grandi sans son père et moi, j'ai grandi avec le mien. T'as vu Stranger Things? Ouais. Tu me fais penser à Max. C'est lequel, Max, déjà? La rousse, qui est avec son Billy. Tu vois, Billy, le frère qui n'est pas son frère, tu vois, et il essaye de la... En fait, Billy, je trouve que son personnage est hyper intéressant parce que quand tu vois le père qui est flic et qui le tabasse, qui lui met des tollés tout le temps, que lui, il est hyper violent et hyper énervé et il respecte pas les femmes et il respecte pas forcément Max, mais en même temps, il veut la protéger. Ouais. C'est intéressant parce que tu te dis, ok, en fait, ça vient de ça. Mais quand t'as 14 ans, ce que je peux comprendre parce qu'on a tous des parts d'ombre dans nos vies, mais quand t'as 14 ans, t'es juste en mode, pourquoi ça m'arrive à moi? Ouais, après, moi, j'ai eu de la chance. Je suis tombé sur une bonne... Dès le moment où la maladie est apparue, je suis tombé sur une bonne psychiatre, Dr Gisèle Georges. Mais tes parents, parce qu'avant tout ça, donc tu vois que tu n'arrives pas à aller à l'école. Mais en fait, tu veux aller trop vite. Là, c'est collège. Ouais, mais en fait, tu veux me demander ce qui s'est passé, ce que j'ai compris des années plus tard.
C'est-à-dire, à 14 ans, tu vis le rejet social, tu te dis, je veux plus voir personne, je veux plus voir absolument personne. C'est pas à ce moment-là, tu te dis, ah, mais c'est parce qu'il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Non, il se passe le fait que je veux plus sortir de chez moi, je sors plus de chez moi pendant 2 mois, pendant 2 ans. Mes parents me disent, d'accord, on n'arrive pas à te faire sortir. Mais tes parents, ils réagissent comment quand la première fois tu veux pas sortir? Mes parents, ils peuvent rien faire. Non, mais quelle est la réaction de ta mère? Parce qu'elle se dit, ok, il a juste la flemme d'aller à l'école. Que je fasse une TS. Une quoi? Une TS. C'est quoi une TS? Attends, tu veux... Ah, ok, j'ai compris. C'est bon. D'accord. Donc là, ils ont juste peur de ça. D'accord. Je veux dire, quand tu rentres chez toi et que tu dis, bah là, je veux bien retourner à l'école, mais à chaque fois que je vais à l'école et que je prends le RER, je me dis que ça serait bien si le RER passait et me prenait en même temps. Waouh. Bah ouais. Ah ouais, c'était à ce point. Bah oui, c'est pas je me la suis joué, yes, c'est cool, je vais partir, je vais arrêter d'aller en cours et je vais Non, regarder. mais quand je dis ça, c'est pour moi, tu sais, la phobie sociale, c'est que tu peux avoir des anxiétés et des peurs, mais il y a peut-être des niveaux, tu vois. Ah mais moi c'était hyper haut. C'est pas un délire de moderne, des trucs comme ça. C'est à 14 ans il m'arrive ça. À mes 20 ans, on m'annonce que c'était pas que ça. À mes 25 ans, je comprends enfin tout ce qui s'est passé à mes 14 ans. Allez, raconte le cheminement. Donc juste là, il n'y a rien. Tu vois, à 14 ans, tu tombes malade, tu restes enfermé chez toi. Oui. Je regarde des animés toute la journée. Je me lève à 4h du mat, je vais me coucher à 20h. Meilleure heure pour avoir personne, de 4h à 8h, meilleure heure de la journée. Mes parents dorment, il n'y a personne qui est vivant autour de moi. Je suis dans mon monde. Pourquoi je me casserais la tête avec des gens qui ne veulent pas comprendre quand je leur dis des trucs? Oui. Et même moi, je ne sais pas ce que je veux dire. Et je dois aller voir et je rencontre une psychiatre qui m'aide, de fou, qui m'aide à apprendre à sortir, qui me fait rencontrer des gens. J'ai une petite question par rapport à ta psy. Est-ce que c'est toi qui a demandé d'aller voir une personne ou comment ça s'est fait? Ah, moi, c'était simple. Moi, c'était de toute façon... Mais t'étais open à aller voir quelqu'un? Moi, je voulais pas faire de peine à mes parents. J'aime mes parents. Donc, quand t'es comme ça, t'es en train de te dire, vas-y, j'ai 14 ans, la vie ne m'intéresse pas plus que ça. Mon passé, je le trouve pas génial. Je sais pas ce qui m'arrive et j'ai pas vraiment envie de savoir ce qui m'arrive. Juste, laissez-moi tranquille. Donc, si partir de manière violente, ça fait mal à mes parents, bah, je veux bien rester. Mais laissez-moi tranquille dans ma chambre. D'accord. Et là, du coup, donc, à l'âge où tout le monde sortait et se construisait, est-ce que toi, tu avais une conscience du fait que les autres adolescents ont une vie totalement différente de la tienne, ou tu étais vraiment dans ta bulle et personne n'existait? Oh, bah, je crois que quand tu te lèves à 4h du mat, que tu couches à 20h, que tu vas pas en classe à 15 ans, moi en tout cas, j'avais largement conscience que c'était pas normal. Mais j'avais de la chance, j'ai continué à aller en vacances en Espagne, j'ai continué à aller voir mon village. Mes potes là-bas, ils en savaient rien. Léna, oui. Léna, Sarita surtout. Parce que Léna, c'était une pote de France. Je te parle de mes potes en Espagne, mes potes espagnols. Ça te faisait du bien de voir tes potes espagnols? Et il y avait pas de maladie là-bas. C'est dingue. Là-bas, l'avantage, c'est que j'avais pas besoin de dire que j'allais pas en classe. J'avais pas besoin d'expliquer tout ça. J'arrivais et comme on se retrouvait depuis tout, qu'on était tous enfants. Petit, ouais. Avec Léna qui venait avec moi, avec ma famille, tout ça. Et qu'on se retrouvait avec les potes, mes cousins, toute ma famille. Ma famille savait, mes cousins savaient, mais on se retrouvait tout le temps depuis l'enfance. On se retrouvait là, ici, l'été. Donc que je sois malade ou pas, tant que je suis là l'été, on s'en fiche de ce qui s'est passé dans l'année. On s'en fiche de ce qui va se passer dans l'année. C'est les fêtes, c'est les fêtes du village. C'est le moment où on revient tous. Ok. Donc, il n'y a pas de question de comment ça s'est passé cette année. On s'en fiche, on est aux fêtes. Et ça, c'était la bouffée d'oxygène. Mais voilà, après, j'ai vu ma psy, je l'ai vu une fois par semaine, régulièrement, groupe de parole avec des jeunes qui faisaient aussi des phobies sociales. Donc, je me suis retrouvé avec 10 jeunes où on faisait des phobies sociales, on avait un groupe, on se parlait entre nous. C'est quelque chose dont on ne parle pas, mais du coup, est-ce que tu sais combien de personnes souffrent beaucoup? Ouais, je crois que ça a augmenté. Par rapport à l'époque. À l'époque, c'était le tout début des réseaux sociaux. Je me rappelle, c'était Facebook. Ouais, c'était cool. C'était le tout début. Non, maintenant, je pense que ça a généralisé 2 fois plus. Moi, je suis dans l'animation avec des mômes de 13-14 ans. Ils ont des questions, mais de 13-14 ans, de 6-8 ans, ils ont des questions des fois. J'ai une petite qui cherche à être maigre. Elle a 7 ans. Ouais, je comprends. Et à mon époque, quand c'était comme ça, moi, par exemple, dans le groupe de parole où j'étais, il y avait une fille, Valentine,
14 ans. J'étais un peu amoureux d'elle. Valentine, elle avait des problèmes de... Elle aussi, elle avait ce genre de... Et ce qu'elle racontait dans le groupe de parole, c'est exactement ce que la petite de 8 ans me raconte maintenant. Waouh. Donc ça veut dire qu'il y a un truc qui, quand avant, c'était plutôt vers 15-16 ans que tu te posais ces questions, il se les pose à 8 ans. Et toi, tu as vu ton travail, donc tu es animateur, c'est ça Rappeur un peu aussi. Et rappeur un peu. Mais je gagne mon argent. Pablo Co. Pablo Ouais, Co. j'ai vu sur TikTok. Il faut que je regarde sur YouTube. Donc, on vous mettra en description tous les liens. Mais est-ce que maintenant, tu arrives aussi à détecter pour les parents? Tu vois, tu fais des alertes? Ouais. T'en fais régulièrement? Contrairement à mes autres collègues qui sont d'autres milieux, moi, j'ai cette connaissance-là par rapport à mon vécu. J'ai cette connaissance-là. Donc, je fais attention à certains comportements. Mais bon, il y a plein de choses dont on fait attention quand on est animateur. Pas juste ça. Oui. Il n'y a pas juste les phobies. Il y a plein de trucs dont on fait attention. C'est dingue, mais je te poserai la question après. Mais incroyable le revirement de situation. Tu veux dire par lequel? Tu avais une phobie sociale et tu es devenu animateur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'y avais jamais pensé. C'est vrai? Non, jamais. C'est incroyable, bravo. Non, j'ai jamais pensé. C'est comme si tu avais dit à ton truc, quoi. T'as écrasé. Bah si. Je sais pas. Animateur, c'est l'opposé. Enfin, t'es obligé d'être en relation avec des gens. Après, les enfants, c'est différent. C'est des enfants. Oui, mais tu vois, t'as quand même trouvé dans ta vie une vocation qui te permet de dire merde à ce qui t'est arrivé, ta maladie, et d'aider d'autres personnes qui sont des êtres, tu vois, quand même purs. Pas tous, il y en a. Oui, mais t'as compris. Enfin, Idrissa. Je veux dire, ils sont quand même cool. Du coup, je suis perdue dans mes questions avec tout ça là. Ah ouais, tu m'as fait aller sur plein de chemins. Ah, moi, je peux continuer à faire le chemin chronologique de la maladie. Hein. Bah, tant qu'à faire, ouais. Je sais où j'en étais dans ma narration, moi. Moi, j'avais juste une question dans ta narration. Là, on parlait du regard des autres, etc. Est-ce que certains de tes amis t'ont tourné le dos ou tu t'es senti déçu lors de ce retrait de 2 ans? Bien sûr que quand tu annonces à tes potes ça va pas, tout ça, et qu'ils disent ça va être tranquille, t'es un peu déçu au début. Mais j'ai eu un entourage de fou. Bah, c'est bien. En vrai, je sais pas si c'est moi qui l'ai bien pris ou si j'ai vraiment eu un entourage de fou, mais j'ai eu des gens avec qui j'ai continué à parler. Comme je disais tout à l'heure, c'était le début des réseaux sociaux. Donc j'ai eu la chance de pouvoir continuer à garder du contact. Tu vois, par exemple, Johan, Quentin, on pouvait se parler sur Facebook, tu vois. Quentin, il est parti vivre à Amiens, j'ai été le voir souvent là-bas, on a fait des anniversaires chez lui. Johan, on s'est revus souvent aussi. Xili, pendant que j'étais malade, Xili, j'allais le voir à son collège. Ouais. Je sortais pas de chez moi, mais il y avait des fois, peut-être une fois tous les 2 mois, je disais à Xili, vas-y, viens, on se retrouve. Et j'allais le chercher à son collège. Et c'était bizarre, je pouvais passer du temps avec d'autres ados de mon âge. Mais une fois que je rentrais chez moi le soir, le lendemain, j'avais plus envie de me remélanger au monde. Et il y avait une espèce de phobie sociale là-dedans. Le docteur Gisèle Georges, elle m'a appris à gérer ça. Elle me faisait sortir en bas, elle me disait bon, très bien, maintenant tu vas me dire là il se passe quoi dans ta tête, là il se passe quoi dans ta tête, là il se passe quoi dans ta tête. Et après elle me disait tu veux pas sortir de chez toi, d'accord, mais on va travailler tous les jours, tu vas sortir un quart d'heure. Tu me prends un cahier, à la porte, t'écris ce que tu ressens, ce que tu voudrais faire, ce que tu vas faire. Au milieu du chemin, ce que tu ressens, ce que tu voudrais faire, ce que tu vas faire. Tu reviens, elle me dit je m'en fiche que tu sortes pas de chez toi. Incroyable. Elle me dit je m'en fiche de tout ça, je veux juste que tu fasses ces exercices-là. Et j'ai encore chez moi le cahier. Et du coup, est-ce que tu considères ce cahier comme l'outil ou le déclic qui t'a permis de transformer ta souffrance en moteur? Ouais, ça, et aussi parce que pendant les 2 ans, je m'ennuyais tellement que je me suis mis à écrire des romans. Oh. Donc j'ai écrit 3 romans en 2 ans, qui n'ont jamais été publiés. Gallimard, je vous en veux. J'avais 15 ans. Après, essaye d'autres éditeurs. Au pire. Non, j'avais essayé plein d'éditeurs. J'ai pris Gallimard parce que c'est le plus famous. Mais j'ai écrit ces livres-là et je me suis rendu compte en fait que d'accord, je suis pas hyper fan de la vie, je suis pas hyper fan de la société dans laquelle on évolue, mais j'aime écrire. J'aime ma famille, j'aime mes amis. J'avais pas envie qu'un jour on appelle ma mère et ça me faisait pas plaisir de l'idée qu'on l'appelle, qu'on dise on a retrouvé votre fils. Oui. Ce genre de truc, faut jamais croire qu'un suicidaire il l'a fait de gaieté de cœur. C'est souvent qu'ils ont abandonné, même pas. Ils n'ont pas réussi à résister une dernière fois. Ils ont résisté des tas de fois, et un jour ils n'y arrivent plus. Bah oui, mais
du coup, là, toi, ce qui a été hyper intéressant dans ton parcours, c'est le fait que tu sois aimé et que tu aimes ton entourage, ta famille. Donc, dans tes valeurs, les valeurs familiales sont hyper fortes. Et ce qui est dingue, c'est quand on voit ton parcours, même si on connaît pas toute ta vie, c'est que on se dit, mais vraiment, ce mec, il a tout. Enfin, je veux dire, il a la maison, il a la famille, il a quand même un bel environnement. J'étais bien parti. Et en fait, ça peut tomber sur n'importe qui. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, le corps scolaire, vraiment les personnes qui travaillent à l'école, au lycée, etc., ils arrivent à détecter ce genre de profil? Et est-ce que si une prof était venue te voir en mode t'as besoin d'aide ou quoi, ça t'aurait aidé? Il y a des profs qui l'ont fait. Ah oui? Ouais. Des profs du collège qui ont compris, qui ont continué à parler avec mes parents. J'avais ma prof Génial. d'histoire, Madame Pechberou. Ah oui, Madame Pechberou qui était au était courant. amie avec ma mère. Elle a su toute ma maladie. Quand je suis retourné au lycée, quand j'ai eu mon bac, ma mère elle lui a envoyé des messages pour lui dire s'il l'a eu. Bravo. Elle était super contente, Madame Pechberou. Et non, il y avait. Non, mais je te dis, c'est pas. J'ai pas juste fait une phobie sociale, je veux plus voir les gens, c'est juste le monde. Votre société ne m'intéresse pas. Votre maintenant société, maintenant, elle m'intéresse seulement si je peux écrire ma propre histoire. Moi, je veux être le héros de. Je veux vivre dans un animé qui n'existe pas. Laissez-moi vivre juste. Moi, ce qui m'a aidé à sortir de tout ça, c'est aussi les mangas et l'écriture. Ok. Et me plonger dans un monde différent. Mais est-ce que tu penses pas que c'est ton lieu d'habitation et ton lieu de vie? Enfin, je veux dire, t'habites en France, on est d'accord? T'as jamais vécu à l'international? Non. Voilà. Là, on va parler de moi. Moi, au collège, j'étais quelqu'un de très timide et réservé. Si. Je sais pas, je participais pas à l'école, j'étais l'élève moyenne. Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'ai décidé un jour d'être l'actrice principale de ma vie, comme toi. Ouais. Sauf que j'ai pas fait de phobie sociale où je me suis pas dit. Enfin, je pense que aussi c'est de par mon passé et de tout ce que j'ai dû vivre, je me suis dit j'ai pas le choix en fait que je passe par là ou je passe par là en fait. Tu vois? Ouais. Et chaque personne a sa manière de réagir face à l'anxiété générale et la matrice dans laquelle on vit. Mais en fait, je me suis juste dit, OK, à un moment, j'emmerde tout le monde et je deviens l'actrice de ma vie. Parce que si j'avais écouté toutes les personnes du collège ou du lycée, aujourd'hui, j'aurais pas mes entreprises et je ferais pas mon podcast. Tu vois? Mais après, il faut faire attention. Moi, par exemple, dans le milieu où je fais de l'animation, tous ces discours-là, ils butent tout de suite sur l'échelle sociale. Moi, je venais d'un milieu, je me rappelle plus exactement le terme, mais moi, je venais, comme tu dis, d'un milieu, moi, mes parents, ils avaient réussi à s'élever socialement. Moi, il n'y a pas plus pauvre que moi. Il faut respecter d'où on vient. vient. Mais ma mère, tu sais, moi, ma mère, elle était femme de ménage. Je vivais avec elle toute seule. Mon père, mes parents sont divorcés, donc on avait très, très peu de moyens. Et c'est pour ça que je suis fière aujourd'hui de ce que j'ai accompli et que j'essaye de faire passer des messages hyper positifs envers des personnes qui se disent « Ok, aujourd'hui, je viens de là et je sais pas comment arriver à là parce que j'ai envie d'arriver à là. » Tu vois, c'est OK, à un moment, il y a pauvre, milieu, riche. Mais quand tu es pauvre et que tu dis, ouais, moi, un jour, j'ai quand même envie d'avoir du blé parce que le blé, ça va me permettre d'une part d'avoir une bonne vie et d'une part de voyager parce que peut-être qu'en France, je me fais chier. Et ça fait 4 ans que je vis plus en France. Parce que quand j'étais à. Tu vois, je suis heureux en France. Hein. Oui, mais toi, tu es heureux, mais regarde, tu n'es pas forcément heureux parce que tu dis, et tu te contredis aussi un peu juste avant, si tu dis, j'en ai marre de votre société. Ah ouais, mais elle est comme ça partout. Comment tu peux savoir Oui, mais comment tu peux savoir, tu vois, que c'est exactement pareil ailleurs? Il suffit de regarder ce qui dégage et ce que nous, on dégage à l'international. Mais comment tu peux savoir ce qui dégage si tu te bases juste sur ce qui est écrit, soit dans les livres, soit à la télé, soit sur les réseaux sociaux, si tu l'as pas vécu? Parce que tu l'as pas vécu. Vécu quoi? Mais dans ce cas-là, tu peux toujours aller dans n'importe quel autre pays. Il y aura toujours un autre pays, un autre endroit. Il faut trouver son bonheur là, en nous, pas dans un lieu où aller, pas dans un but à atteindre. Je suis d'accord avec toi. Moi, ce que j'ai retrouvé avec ma maladie, c'est ça. C'est me connecter à moi-même. C'est-à-dire, d'accord, j'aime pas ce monde, mais il y a des choses que j'aime moi. Mais peut-être, regarde, là, tu es en train de me dire que tu adores les mangas, que tu adores les animés. Mais jamais j'irai au Japon. Oui, mais peut-être que si tu te connectais plus... Enfin, je sais pas quel est ton degré de connexion avec des personnes qui aiment ce que toi tu fais, mais peut-être que ça te permet aussi de te dire que la société, elle est cool aussi. Ah, mais l'être humain est cool. Oui. La société humaine pourrait être magnifique.
Si. On a un paradis magnifique. Je suis d'accord. On a une planète extraordinaire. On a des objets, mais regarde ce qu'on a autour de nous. Oui. On a de l'eau fraîche. Il y a 10 000 ans, les mecs, ils crèveraient juste pour avoir ça à un moment donné. Oui. On s'est bien. tellement élevés, on a fait tellement de choses incroyables. Et on s'arrête à des bêtises comme la valeur matérielle. Comme tout le temps, tout le temps, plus. Pourquoi vouloir plus Tu parles de la société de consommation. Société de consommation, société de... Même la société, comment dire, les algorithmes, la course à l'innovation permanente, perpétuelle, qui pousse des gens à faire des folies. Regarde ce qui se passe dans le milieu de l'IA en ce moment. Ils se font des guerres absolues sur des bases d'un nouvel objet qui est apparu et qui est sympa, mais... Après, est-ce que... On perd de plus en plus d'humain dans le truc. On perd de l'humain, mais en fait, si on commence... Parce que moi, à un moment, j'étais un peu comme ça, je me disais, ah mince, là, il y a Trump qui a annoncé ci, machin, bidule, et ça te crée une anxiété générale, tu vois, les gens commencent tous à paniquer, etc. Et donc, ça te crée une anxiété globale, tu vois. Ouais. Alors que si tu te dis, ok, c'est un cycle, de toute manière, on vit dans un monde cyclique. Non, mais c'est vrai. Oui, il y a des guerres, il y a des périodes de pause, il y a des guerres, il y a des périodes de pause. Action. Le monde est bien entendu contrôlé par un certain pourcentage de personnes qui détiennent toutes les richesses. Ça, on en a conscience, ok ? Mais en tant que fourmis, comme nous sommes des fourmis, toi et moi, tu vois, parce qu'on ne détient pas tout le pouvoir. J'ai rien d'une fourmi, moi. Je suis un macaque docile et puissant. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que autant voir le côté positif des choses aussi, c'est que, admettons, regarde, moi j'ai travaillé dans la com, je travaille toujours dans la com. Au lieu de me dire, oh tiens, mon métier, peut-être que dans quelques années, les robots vont être en mesure de le faire, c'est comment l'IA va être en mesure aussi de m'aider moi pour évoluer sur d'autres choses. Parce que si je le prends comme un ennemi... Mais ça c'est sociétal. Moi, je te parle pas de ça, je te parle d'intérieur, nous-mêmes, nous tous. Ah, mais ça, c'est un travail... À l'intérieur de nous-mêmes. C'est un travail... travail... moi, ma maladie, elle m'a obligé à faire ce travail. Oui. Moi, j'ai été obligé. Il y a des gens, ils peuvent se dire, vas-y, j'ai pas besoin de faire ce chemin philosophique ou ce chemin de pensée. On y est tous un jour ou l'autre, je pense. Moi, à 15 ans, c'était soit je trouve une raison à vivre, soit j'arrête. Donc, j'ai pas envie d'arrêter complètement. En tout cas, il y a des gens qui ça va faire du mal. Donc, je me suis dit, comme tu disais, j'étais un bon élève. Ouais. Dit, très bien. Et je vais essayer de percer ce mystère. Ce mystère du sens de la vie. Ce truc de oui, on est là. Je vais essayer de le percer. Et dis-toi que philosophiquement, ça fait à peine 2 ans que j'ai vraiment réussi peut-être à finir, je pense, mon chemin. Tu vois ? Finir ton chemin ? Finir, ouais. Je crois que j'ai fini le chemin philosophique. Je crois que je suis arrivé à l'endroit où je voudrais plus bouger. Alors, explique. Parce que là, j'ai besoin d'explications. Oh. Ouais. Faut passer... Attends, mais là, il faut résumer 15 ans de réflexion. Hein. Il faut passer... Moi, je suis passé des penseurs grecs. D'abord, les cyniques avec Diogène. On est tous victimes des afflictions. On est tous victimes des maux humains. On a faim. Oui. On est fatigué. On a besoin de bonheur. En plus, maintenant, avec ce qu'on se connaît des sciences cognitives, on a besoin de sérotonine, d'endorphine. On a besoin de tous ces trucs-là. Ça, c'est les cyniques. D'accord. Ça, c'est la réalité. Quoi qu'on fasse, on aura besoin toujours de se nourrir. Tu peux imaginer la plus belle société au monde, il faut se nourrir. Oui, la pyramide de Maslow, quoi. J'ai commencé là-dessus. Ensuite, d'accord, c'est très bien. Il faut se nourrir. Je vis, je suis nourri. Bon, maintenant, je dois vivre avec tous les autres là, qui sont autour. Avec tous les autres. Lui, là, lui, ça. On était des macaques, on est descendu de notre arbre, on s'est levé dans la savane. Très bien. On vit ensemble. Là, j'en suis arrivé aux stoïciens et Marc Aurèle. Connais-toi toi-même, memento mori, rappelle-toi que tu vas mourir. Ça paraît hyper déprimant, mais en fait, c'est le summum de la qualité de vie. Quand tu te rappelles que tu vas mourir, tu vis en fonction de ce souvenir. Tu sais, rappelle-toi que peut-être plus jamais tu pourras rigoler avec cette personne actuellement. Oui. Peut-être tu l'as, c'est un truc de jeune. Des fois, moi, je me rappelle à 20 ans, j'avais des gens qui disaient ouais, mais on faisait tout ça. Moi, je regardais, je fais mais ouais, mais tant mieux, alors c'est mon tour. Et moi, j'avais cette faim de découvrir ce monde. La société va dans un mauvais chemin pour moi, mais elle pourrait aller dans un meilleur chemin. Donc, j'aime le monde. Est-ce que quand tu as fait ce cheminement-là, tout ce que tu as j'ai pas fini. Attends, j'ai une question qui est dedans. Est-ce que ça a une part un peu de ce qu'on appelle aujourd'hui la spiritualité pour toi ? Et moi, j'avais un prof qui disait que la spiritualité, c'est de la philosophie sur mesure. Ah ben voilà, c'est de la philosophie mais prêt-à-porter. Et la philosophie, c'est du sur-mesure.
C'est-à-dire que toute religion ou spiritualité vendue en pack, vendue en sachet, c'est très très bien. Si tu as envie de suivre tel précepte bouddhiste, précepte taoïste, précepte coranique, tout précepte que tu veux, très bien. C'est simple, tu as le mode d'emploi. Si tu veux faire du sur-mesure, tu te mets dans la philosophie. D'ailleurs, tu dis lui qui a dit non, lui il dit des conneries. Tu dis lui qui dit non, mais lui il était intéressant, mais moi je suis 500 ans plus tard et je vous dis que ça a un peu changé. Tu vois tu penses à ça, tu te dis, moi dans mon chemin philosophique, comme ça je reprends ma narration, dans mon chemin philosophique, on arrive à Marc Aurèle, Empire romain, summum de la puissance occidentale, puis on arrive 500 ans plus tard, il y a eu le catholicisme, Jésus il est mort pour nos péchés, mais il n'est jamais revenu à la vie. Enfin, il est revenu à la vie, mais il n'est jamais revenu réellement pour annoncer C'était une religion qui attendait la fin du monde, donc elle n'est jamais venue à la fin du monde. Pour l'instant. Et donc Descartes, il a dit, bon, très bien, je continue mon chemin philosophique, Descartes, il a dit, très bien, d'accord, très bien, il y a des dieux, tout ça, mais je pense donc je suis. Cogito ergo sum, ça veut dire juste. Je suis resté quand même un peu histoire et tout ça. Hein. Ouais, sans blague. Cogito ergo sum, juste, je pense donc je suis. Donc, qu'importe que Dieu existe ou pas, j'ai du libre arbitre. Je peux décider actuellement de boire cette tasse d'eau. Oui. Et même si j'ai conscience de que je peux le décider, je peux décider de ne pas la boire. Oui. Tout ça, même si c'est Dieu qui l'a voulu, c'est d'abord moi dans mon esprit qui l'ai fait. Ok. Donc là, tu arrives à ça, tu fais d'accord, je pense donc je suis. Je fais quoi avec ce que je suis ? C'est bien, d'accord. Je me rappelle que je vais pas mourir, je sais pas. Là, ça a été long. Là, c'était très long. Il a fallu que j'en lise beaucoup. Il a fallu que je me remette à faire de l'histoire, à faire ça. Je suis passé par l'économie, je suis passé par Marx, je suis passé par Proudhon, il y a Adam Smith. Donc voilà, donc en fait, je pense donc je suis. Maintenant, on vit tous en société et on commence à être de plus en plus reliés entre nous, les singes. Ouais. Donc on commence à tous se parler et on commence à faire beaucoup de commerce. On fait beaucoup d'argent, mais en même temps, il y a plus d'échanges. Les maladies augmentent, les guerres augmentent parce qu'il y a des échanges, tout ça. Voilà. Et on avance, on arrive au 19e siècle. Et là, grand bouleversement, la machine à vapeur. Oui. Ça et Newton. Bon, Newton nous dit que toute action est action-réaction, que l'énergie ne se perd pas, les lois de la thermodynamique, tous ces trucs-là. J'aurais une question après là-dessus. Et après, on arrive là, on fait la machine à vapeur, génial, on n'a plus besoin de personne. La machine, elle tire, on n'a plus besoin des chevaux, on n'a plus besoin de tout ça. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, voilà. Ça, pour moi, la modernité, elle a apporté ces deux guerres, qui sont deux guerres de modernité absolue. Et après, il arrive l'école de l'entre-deux-guerres, qui commence avec plein de penseurs un peu partout, en France, en Allemagne. Et en France, ça va être l'existentialisme de Sartre. En Allemagne, ça va être plus Heidegger. Voilà, c'est deux gros. Il y a Hannah Arendt aussi qui va décrypter les totalitarismes et tout ce qui s'est passé pendant le bordel. Et Heidegger, il va juste à un moment, il va dire, d'accord, je pense, donc je suis, d'accord, je vis là-dedans de ça. Mais pourquoi je suis ? Ah oui, pourquoi tu es ? Je veux dire, être, je suis ici. Oui. Pourquoi on doit dire le mot être ? Pourquoi on a besoin du verbe être ? Et Heidegger, il va se poser la question du verbe être. Et il va se rendre compte que le verbe être ne veut rien dire. Si ce n'est d'habiter le verbe. Donc il va dire, en fait, on est jeté au monde, on arrive dans ce monde, et on décide nous-mêmes, avec nos propres valeurs, avec ce que la vie nous a donné, avec la chance qu'on a eue et les malchances qu'on a eues, on décide d'être ce qu'on... En gros, il n'y a pas de sens, de but précis à la vie. C'est toi qui te le donne. Et c'est toi qui remplis ta vie de ce que tu veux lui donner comme élan. Le reste n'est pas important. Oui, tu es l'acteur principal de ta vie, donc tu décides des expériences. Je vis dans un animé qui n'existe pas et ça me suffit. Et quand tu dis tu vis dans un animé qui n'existe pas, j'aime bien cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que du coup, on va passer à la partie où tu fais la transition vers ta nouvelle vie, qui est incroyable, n'est-ce pas, monsieur ? Je m'y attendais pas à ça. Une fois, je t'ai vu sur TikTok, j'ai dit, il me dit quelque chose, ce mec, ça serait pas Pablito, quoi ? Eh ben oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, créativement parlant ? Je m'y attendais vraiment pas. Franchement, créativement parlant, j'en avais marre. Je kiffe la poésie depuis toujours. Ouais. Je rentre avec Brassens et Brel dans la musique. Et j'adorais. Et à un moment donné, j'écoutais des textes, j'écoutais du rap, j'écoutais ça. J'étais comme ça, genre, toujours la même histoire, toujours les mêmes trucs, les mêmes mots. J'en ai eu marre. J'ai fait, vas-y, pareil, je vis dans un anime qui n'existe pas. Je vais faire l'album de ma vie. Rien à faire si personne n'écoute, rien à faire de tout ça. Ouais, mais au moins, tu l'auras fait. Je le fais. Je le fais et au moins, je pourrais plus me plaindre. Ouais, c'est nul ce qu'ils font. Au moins, je pourrais me rendre compte si moi aussi je suis gaze ou pas. Ouais, c'est bien ça. Donc, je me dis, vas-y, j'y vais, voilà. Et j'y étais. Et d'abord, alors, je me suis formé dans ma chambre, home studio, j'ai acheté un micro.
J'ai presque acheté celui-là. Très bon micro de chambre, très très bien, unidirectionnel, moi j'adore. Mais j'avais pas les thunes. Donc j'ai pris un plus petit, j'ai appris tout le matos, j'ai appris à mixer dans mon coin, j'ai appris à rapper dans mon coin. C'était bien, mais pas ouf. Après, j'ai fait écouter à des gens qui m'ont dit c'est bien, mais pas ouf, tu devrais aller en studio. Et là, j'ai fait bon, d'accord, donc j'ai économisé et j'ai été en studio. Et là, on a continué à me dire c'est bien, mais il y a de l'amélioration. J'ai fait content. Après, j'ai rencontré d'autres artistes, j'ai été dans plein de studios, j'ai vu plein de gens et j'ai fait en fait, j'aime bien ce monde. Juste des fois, juste se poser, dire vas-y, aujourd'hui, j'ai écrit un texte, vas-y, viens, on essaie de faire une instru, viens, on essaie de faire un. C'est un kiff. Mais du coup, c'est ta passion. Mais est-ce que tu aimerais en faire ton métier? Moi, comme je le dis tout le temps, hein, si je gagne pas d'argent avec, pas grave. Si je pouvais ne pas perdre d'argent avec, ça serait le maximum. Franchement, je serais heureux avec ça. Si j'allais en studio et que mes sons sortaient sans avoir dépensé, je serais content. Si je peux quitter mon job alimentaire pour venir travailler en studio, tout ça, je sais même pas si je le ferais. J'aime bien travailler avec mes petits, mes enfants, je les aime bien. Tu vois ? T'es pas papa encore, toi? Non, je le serais pas. Tu veux garder les enfants, t'aimes les enfants, mais pas pour toi? Bah non, bah là, ça c'était un truc que je savais qu'il fallait que j'en parlais. Ça y est, je vais faire mon petit moment message d'alerte. C'est parti, tu regardes cette caméra. Celle-là. Voilà. Alors, il faut savoir que j'ai un trouble schizoaffectif. C'est quoi ça? Donc, c'est ce qu'on a découvert à mes 20 ans, quand je suis sorti de ma chambre, tout ça. On a découvert que c'était un peu plus compliqué qu'une simple phobie. Ok. Et ça, c'est très important. Le trouble schizoaffectif, ça rejoint les troubles de l'humeur, bipolaire, schizophrénie, borderline, tous ces troubles-là. Ok. Et il y a une fausse information qui se répand depuis des années et j'aimerais rétablir une vérité. Ces troubles de l'humeur, c'est pas seulement des gens qui sont mal dans leur peau, mal dans la tête, qui ont besoin de voir d'un psy. C'est des gens qui sont nés avec une plasticité cérébrale différente. C'est-à-dire que dans le cerveau lui-même, c'est pas formé comme les neurotypiques. On dit ça. On dit nous, les gens comme moi, on dit qu'on est neuroatypiques. D'accord. Et en gros, dans ma maladie à moi, mon cerveau donne pas les bonnes informations. Je reçois des signaux extérieurs et ça donne des mauvaises informations. Quand on te parle ou... Dans absolument toutes les perceptions sensorielles, dans les 5 sens. En gros, okay. C'est la maladie, les troubles de l'humeur, il y a un terreau fertile. Ça, c'est ta naissance, c'est des troubles. C'est comme ça. Dans ma famille, il y a plein de gens qui sont malades, qui ont ma maladie ou qui ont d'autres troubles. C'est génétique. Et ensuite, si on met une graine dedans dans ce terreau et qu'on l'arrose avec une mauvaise eau, ça fait pousser une mauvaise fleur. J'ai compris. Et donc, j'avais une chance sur 2 de développer la maladie. Oui. Et avec les traumas, c'était réglé. D'accord. C'est vraiment un facteur. Il y a 2 facteurs. Il n'y a pas que l'intérieur de la tête, il y a aussi comment le cerveau il a été fabriqué à la naissance. D'accord. C'est-à-dire c'est des troubles qui se créent directement dans le ventre. Ok. Quand tu es dans le... Voilà, c'est des trucs qu'on peut les repérer. D'accord. Et moi, à mes 14 ans, on se dit il y a un problème, il y a phobie sociale, il y a tout ça. À mes 20 ans, on vient me sortir le compte-rendu de l'hôpital où j'avais été, quand j'avais été à 14 ans, qui dit soupçon de troubles, même pas soupçon, il y a écrit troubles schizoaffectifs. On m'a annoncé ça à 20 ans. Pendant 5 ans, ils avaient des papiers, des médecins qui avaient dit dès que j'ai mes 14 ans, troubles schizoaffectifs. Waouh. Et c'est à 20 ans qu'on vient me dire, voilà, c'est ça. Et quand je dis, pourquoi on me l'a pas dit? On me dit pas ça à un adolescent. Je suis pas médecin, je sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Mais ça veut dire quoi concrètement? De quoi? Le trouble? Le trouble. Trouble de l'humeur. Mais pourquoi affectif? Schizoaffectif? Parce que moi, il y a des troubles qui sont en lien avec ce qu'on appelle les troubles de la schizophrénique, et des liens qui sont avec la bipolarité. Schizoaffectif, c'est une espèce de fusion bipolaire schizophrène, mais pas avec les 2 trucs. C'est une autre version de la maladie. Et en vrai, il y a dans les troubles psychiques, il n'y a jamais une personne qui a exactement le même truc que celui d'à côté. Moi, je fréquente une association qui s'appelle La Maison Perchée, qui est une association de pères aidants, donc des gens qui sont malades, mais qui sont rétablis et qui aident d'autres gens. Ah ouais. Et voilà, il faut comprendre, moi j'y vais souvent le week-end, il faut comprendre juste que à La Maison Perchée, on sait tous qu'on a un trouble, mais c'est pas parce qu'on a le même diagnostic sur le papier qu'on vit la même chose. Mais tu peux en guérir de ça? Non, c'est à vie. C'est médicaments à vie. Moi, à 15 ans, ils me donnent des médicaments, je les prends encore aujourd'hui. Et là, t'as des médicaments, donc t'es encore sous toute ta vie? L'année dernière, on a eu une panne à cause de la guerre en Ukraine. On a eu une panne d'approvisionnement sur la kétiapine,
qui est le médicament révolutionnaire qui a sauvé des millions de malades, de personnes atteintes de troubles psychiques. Ouais. Ce médicament, il a une capacité incroyable à se coller sur les neurorécepteurs et à les remettre en quelque sorte sur le bon chemin. Comme si ma maladie, c'est comme si en fait tu avais des gares et les trains ils partaient d'un endroit, ils n'allaient pas à la gare annoncée. Et tu vois tous les voyageurs d'information, tu vois, les informations comme dans Ouais. tu vois, et bah tout cela, ils arrivent à la gare de Francfort, ils devaient être à la gare de Paris. Donc ils sortent, ils se disent très bien, je vais aller voir la Tour Eiffel, moi je vais voir mon cousin Gustave. En fait, pas du tout. Et, bonjour, vous êtes en Allemagne. Et tu veux faire quoi? Waouh. Et en gros, c'est ça en permanence dans ma tête et dans la tête de plein de gens, c'est ça, c'est l'information, elle part d'un endroit, elle va là, et à l'intérieur, c'était pas du tout où ça devait aller. Ok. Et tu voulais dire quoi alors face caméra? Que c'est pas seulement dans la tête, c'est le corps qui est fabriqué comme ça. Ouais. Le corps est fabriqué dès la naissance avec la possibilité de développer ce trouble. Et les mauvais traitements, il peut y en avoir des millions, il n'y a pas près de millions. Les mauvais traitements font pousser la fleur du mal. Et c'est pour ça que tu veux pas avoir tes enfants. C'est génétique. Ils ont avec un parent atteint, ils ont une chance sur 2 de l'avoir. Ouais, donc tu veux éviter. Mais ta nièce. Non, parce que ça vient du côté paternel et on n'a pas le même père avec mon père. Ah, ok, j'ai compris. D'accord. Non, c'est côté paternel. Non, on soupçonne que ma grand-mère espagnole l'avait aussi. J'ai plusieurs cousins du côté de. Ouais. Voilà, on est une famille où on a des troubles de l'humeur, c'est comme ça. On le sait. D'accord. Mais après, t'as l'air de Non, gérer maintenant. Non, moi, dans les troubles de l'humeur, je suis un cas à part, moi. Je suis vraiment très chill pour en parler, très chill pour raconter les choses. Je vis des trucs, mais j'ai pas besoin de d'étaler. Il y en a d'autres, des fois, moi j'en fréquente beaucoup, il y en a des fois, je peux plus. On a des potes qui me disent ouais, je viens sortir d'HP, viens, on se retrouve. Je dis, non, c'est bon, j'ai fini ce genre de conneries. Non. Ok. Je fais attention avec les gens que je fréquente. Je vais à la maison perchée ou des trucs comme ça. Parce que t'as des gens normaux aussi. Je rencontre. Ouais, enfin, je veux dire, voilà, c'est ça. Et ouais, je préfère, c'est bon, je suis pas. Mais du coup, revenons dans ton animé. Je vis dans un animé qui n'existe pas. Ouais, voilà. Donc, les prochaines étapes, Neko, rap. L'album est sorti, là. J'ai passé 1 an et demi à galérer avec les plateformes. On le met en description. Donner de la force. Avant l'incendie. Non, après l'incendie. Oh, j'ai oublié le nom. Après l'incendie, Heia no Hiro. Le héros dans la chambre. Ça, c'est en japonais que c'est écrit. C'est le sous-titre. Et cet album, voilà, c'est l'entrée. C'est l'entrée en scène de Pablo Co. Là, pourquoi Pablo Co? Je m'appelais Schizomaniac au début. Mais ça faisait un peu peur et c'était dur à écrire. Ouais. Donc, je cherchais. Je voulais rester sur le thème de la santé mentale et tout ça. Et sur le thème de toute façon, on m'a toujours dit que j'étais un peu fou. Ouais. Et voilà, Pablo. Au moment où j'étais sur Pablo Loco, mais il y en avait déjà un. Et j'ai un pote qui n'est pas du tout espagnol. Merci à Quentin. Quentin, toujours. Non, pas lui. Un autre Quentin. Il y a beaucoup de Quentin en France. Il y a beaucoup... Oui, mais surtout mais dans non, un pote réalisateur, très, 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 très bon réalisateur, qui m'a juste dit attends, tu veux Pablo Loco? Pablo Loco. Moi, je suis comme ça. Waouh! Yes, c'est bon, j'ai plus besoin de réfléchir. Donc, comme quoi, avant de ChatGPT. Il y avait Quentin. Et en plus, c'est important parce que c'est un petit lien avec l'accent de mon village où on dit loco aussi. Bah, génial. Qu'est-ce que tu aimerais dire au petit Pablo de 14 ans? J'aime bien cette question. Alors, j'aimerais lui dire... Alors, premièrement, c'est celle-là? Oui. Pablo, les crypto-monnaies, ça va grave marcher. Dès que le Bitcoin apparaît, vas-y. D'accord, c'est bon? Comme ça, j'ai réglé le problème. D'ailleurs, c'est toujours le moment. Hein, Et il y a une petite boîte OpenAI, ça marche bien aussi, tu devrais investir dedans, une fois que tu as gagné de l'argent avec les bitcoins. Voilà. Après, maintenant, sérieusement, si je devais lui dire un truc, c'est juste la même chose que je me dis tous les jours. Vas-y, il y a pire pour l'instant. Il y a pire, c'est dur, mais franchement, tu vas te relever. Mais maintenant, t'es bien. Bah, j'ai toujours la maladie, ça sera à vie. Donc oui, mais je veux dire, tous les soirs, c'est un peu chiant, mais... T'es mieux. Mais non, moi, en fait, j'ai pas envie qu'il vive une autre vie. Ouais. Ça me va la vie qu'il a. J'ai pas envie de le brusquer. J'aurais jamais envie de retourner dans le passé comme dans certains films et changer tout. Ouais. Non, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire. Ça me va largement comment ça a tourné. T'es reconnaissant. Franchement, j'ai connu, en côtoyant les gens qui ont le même trouble que moi. Il y a pire. J'ai eu beaucoup de chance.
Bah, merci beaucoup, Pablo. On est déjà arrivé à la fin, c'est passé trop vite. Et j'ai essayé de pas trop parler. C'est l'heure du checker time. Alors, Oula. bien entendu, il faut des questions. Donc, tu pioches et tu me donnes la question et je vais la lire. Il n'y a pas beaucoup de questions. Hein. Bah, attends, c'est vidé. Bah, vas-y. Tiens. Oh. On dirait les petits gâteaux T'as chinois. bien pioché. Yes. J'aime bien, c'est en rapport avec toi. C'est quoi pour toi le secret du bonheur? Rappelle-toi que tu vas mourir. Une fois que tu sais ça, Ouais. tu vis que en fonction de ce truc. Tu te dis, vas-y, ça peut arriver demain, ça peut arriver maintenant. Qu'est-ce que je ferai dans les 10 dernières secondes là avant de partir? Si je pars maintenant et il me reste 10 secondes, à quoi je vais penser? Parce que tu peux rien faire. Bah oui. À quoi je vais penser? Est-ce que je serais heureux est-ce que je referai le même chemin? Oui. Bravo. Ben, merci beaucoup, Pablo. C'était super cool de te voir après 12 ans. Voilà, invitez vos copains du collège, c'est génial, franchement. Ça fait du bien et puis ça permet de parler des parcours de vie. Et surtout, en fait, moi, je pensais à la petite Coralie, surtout au collège, et qui se doutait pas du tout de tout ce que tu pouvais traverser et de qui tu étais intérieurement. Et c'est hyper intéressant et je te souhaite le meilleur. Voilà. Et pas le pire. Non, que le meilleur. Et vraiment d'être heureux et de trouver pas ta voie, parce que je suis sûre que ce que tu fais actuellement, c'est ce qu'il te faut et tu dois faire énormément de bien autour de toi. Et on sent des valeurs profondes familiales et même envers les humains. Donc, t'es bienveillant, quoi. Mais je te souhaite vraiment de trouver ta petite étincelle et de continuer à être happy parce que tu le mérites. Et on le mérite tous. Et c'était Happy Hour avec Coralie et Pabloco. Et si vous avez aimé, vous pouvez commenter. Et si vous voulez aller écouter mon album, vous pouvez aller l'écouter et dire en commentaire la chanson que vous avez préférée. Et likez la vidéo aussi. Likez mes vidéos, juste les miennes. Merci beaucoup. Merci. Et puis, on se rejoint la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. Cut. Bravo. Ça suffit? Ouais, super. C'était super T'as trop cool. parlé?